Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents pour ce 36e café de la data que nous consacrons aujourd'hui au thème de la biodiversité. Alors, Léa vous le dira sans doute, mais c'est la semaine de la biodiversité et on souhaitait mettre à l'honneur un projet qui a été, mené de longue haleine, en faveur de la biodiversité, notamment à travers la création d'une application cartographique dynamique qui permet en fait de mener des actions ou en tout cas d'appuyer des actions en faveur de la biodiversité pour les acteurs du territoire. Comme vous le savez, donc c'est une séquence de 30 minutes qui est vraiment très, très courte. L'idée, c'est vraiment d'aller à l'essentiel pour, vous présenter, l'outil, la démarche, les données et je vais laisser la parole, à Léa, très rapidement, donc de la direction de l'eau, du climat et de la biodiversité, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez. Voilà, Léa, on te laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je m'appelle Léa, donc, comme l'a dit Marie-Christine, et je suis au sein de la DEBC et plus spécifiquement au sein du service biodiversité. Et aujourd'hui, je vais vous présenter donc l'application qu'on a développée au sein du service qui s'appelle BiodiMap Grand Est, qui est une application à destination des acteurs du territoire pour leur permettre de mieux identifier les enjeux de biodiversité sur leur territoire pour ensuite faciliter leur passage à l'action. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais la région, elle est vraiment chef de file en matière de biodiversité. Et donc, son rôle, c'est vraiment de pouvoir mobiliser les acteurs et leur donner toutes les conditions nécessaires pour qu'ils puissent engager des actions de préservation et de restauration de la biodiversité. Et donc, face à ce constat, la région, globalement, elle accompagne les porteurs de projets par des aides financières avec de nombreux dispositifs d'aide pour la restauration et la préservation de la biodiversité. Mais on s'est aussi rendu compte que les porteurs de projets, pour mener à bien un projet de biodiversité, ils ont aussi besoin d'avoir accès à des connaissances et avoir une aide un peu plus technique que simplement une aide financière. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a souhaité un petit peu créer cette application pour vraiment apporter une notion de connaissance pour les acteurs du territoire. Lorsqu'on s'est consacré et un peu plus penché à ce projet, on a fait face à deux gros constats et on s'est rapidement rendu compte que globalement, quand on souhaite à obtenir des données sur la biodiversité et accéder à des informations, on s'est rendu compte que l'information était quand même dispersée sur plusieurs sites internet, sur plusieurs plateformes. Donc, c'est pas forcément facile de s'y retrouver et d'avoir une connaissance exhaustive de tous les outils et de toutes les données qui existent. Et les données biodiversité, elles sont quand même assez techniques, assez spécifiques parfois. Et donc, ça ne permet pas forcément à quelqu'un qui n'est pas expert du domaine de toujours bien comprendre les données qu'il a en face de lui et de pouvoir et de savoir comment les exploiter dans les projets. Et pour les acteurs du territoire, des fois, on arrive à obtenir des données, mais elles ne sont pas forcément localisées à une échelle qui nous intéresse. On a parfois des données à l'échelle d'un département, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt l'échelle communale. Et donc, vraiment, accéder aux données biodiversité pour un acteur du territoire, ça peut parfois sembler un peu compliqué. Et le deuxième gros enjeu, c'était aussi de pouvoir, enfin, une fois que les acteurs ont accès à ces données-là, l'enjeu, c'est aussi qu'ils puissent s'en servir pour entamer des projets et passer à l'action. Et donc, ils ne savent pas forcément vers qui se retourner pour être accompagnés, quelles sont les structures qui interviennent dans le domaine de la biodiversité. On a beaucoup d'associations, de bureaux d'études, on a des services de l'État, on a les services de la région. Enfin voilà, il y a vraiment toute une articulation qui est quand même assez compliquée. Chacun est un peu spécifique de son domaine. Et donc, pour un acteur du territoire, c'est pas forcément évident de savoir vraiment vers qui on veut se tourner pour quel type de projet. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a décidé de créer une application cartographique qui permette de répondre un peu à ces deux besoins de départ. Donc, une application cartographique qui va à la fois centraliser les informations en matière de biodiversité, qui va les rendre accessibles, donc visibles et compréhensibles pour les acteurs du territoire, et qui va les donner à voir de manière territorialisée à une échelle qui va être pertinente à la fois pour les acteurs du territoire, donc une échelle qui les intéresse dans le cadre de leur projet. Et donc, l'objectif de départ de notre application, c'est vraiment de pouvoir faciliter le passage à l'action des acteurs du Grand Est en leur permettant donc de visualiser les enjeux de biodiversité sur leur territoire, de pouvoir dans un second temps trouver des acteurs qui puissent les accompagner pour la réalisation de leur projet, donc que ça soit en amont pour le montage de projet, mais aussi après pour toute la phase de mise en œuvre. Et dans un troisième temps, de pouvoir se servir de cette application pour découvrir des projets qui se passent sur leur territoire ou sur des territoires voisins, pour pourquoi pas s'en inspirer et essayer de faire des projets cohérents, par exemple, à l'échelle d'une intercommunalité. Donc voilà, c'était vraiment nos trois grands objectifs de l'outil et de l'application Biodimap qui a été développée.
Rapidement, je vais vous expliquer comment on a construit cette application et combien de temps ça nous a pris avant d'aboutir à un produit fini. Globalement, on a commencé à travailler, donc j'ai mis mai 2023, mais ça a démarré bien avant. En mai 2023, on a fait appel à une assistance à maîtrise d'ouvrage qui nous avait vraiment accompagnés dans la définition de notre besoin, à savoir vraiment qu'est-ce qu'on attendait de cette application, quelles fonctionnalités on souhaitait qu'elle puisse offrir, quelles technologies aussi on allait utiliser pour développer cette application et bien évidemment quelles données on allait intégrer dans l'outil. C'est vraiment une question qui a pris du temps et donc de mai à décembre, on a travaillé sur ce sujet-là. Et en décembre 2023, on a pu lancer donc le marché public pour ensuite après consacrer au développement de l'application. Le développement de l'application, vous voyez, ça a pris de mai 2024 à avril 2025, donc on a quasiment mis un an à vraiment développer cette application pour qu'elle puisse répondre au mieux à nos attentes à nous et aux besoins des acteurs du territoire. Donc maintenant, je vous ai présenté un peu globalement le contexte général de cette appli. Et ce que je vous propose, c'est de vous présenter globalement comment elle fonctionne et à quoi elle peut vous servir. Donc, j'espère que ça a bien changé l'écran. Vous voyez bien la nouvelle application. Vous voyez toujours mon PowerPoint. On peut juste... On voit bien Ouais, ton c'est bon, application. Léa. Ok, Ouais. super. Donc voilà, là c'est l'application Biodimap Grand Est donc qu'on a développée et qui sort officiellement cette semaine, donc pendant la semaine de la biodiversité. Donc c'est une application, comme je vous l'ai dit, qui doit permettre de avoir des données territorialisées. Et donc là, la première étape, c'est de renseigner un territoire. Et nous, dans l'outil, on a intégré plusieurs bases de données qui permettent à la fois d'aller charger un territoire précis à l'échelle qui nous intéresse. Et donc, la première étape, donc, ça a été vraiment de définir quels étaient les périmètres, ou en tout cas les limites qu'on souhaitait intégrer dans l'outil. On a notamment intégré donc, l'échelle communale, donc on peut rechercher au sein de l'outil un territoire à l'échelle communale, à l'échelle d'un EPCI, d'un SCOT, d'un PTRTE, d'un PI ou d'un PETR. On a également intégré le périmètre des parcs naturels régionaux, des départements, des maisons de région. Donc là, c'était plus à destination interne pour les agents de la région, mais c'était une demande aussi qui a été remontée, c'était que les maisons de région souhaitaient avoir un peu un portrait de territoire à l'échelle des maisons de région. Donc on s'est dit, bah, pourquoi pas intégrer ce périmètre-là pour que l'outil puisse également servir aux collègues. Et on a intégré également le massif des Vosges. Donc vous voyez, tout ce genre toutes ces données-là, parmi lesquelles il est possible de rechercher un territoire, c'est pareil, c'est des bases de données qui sont derrière, qui permettent vraiment de choisir le territoire qui nous intéresse. Et donc là, aujourd'hui, je vais faire un exemple avec le département de la Moselle. Donc j'écris Moselle dans ma barre de recherche. Tout d'abord, j'ai toutes les communes qui contiennent le mot Moselle qui vont ressortir. Si je descends un peu, donc j'ai les EPCI qui contiennent le mot Moselle, les SCOT, les PTRTE, les départements. Et moi, ce que je veux, c'est le territoire de la Moselle. Donc je clique dessus et ça va m'ouvrir une nouvelle page sur laquelle on est directement zoomé sur le territoire, sur le département de la Moselle. Je vous l'ai dit, l'objectif pour les acteurs du territoire, c'est vraiment d'identifier les enjeux de biodiversité dans un premier temps. Et donc, sur la partie gauche, vous allez avoir toutes les données qui sont intégrées dans l'outil Biodimap, donc toutes les données qui peuvent potentiellement être visualisées sur un territoire. Comme on s'adresse à un acteur du territoire, on n'a pas voulu essayer de trop compliquer les choses, donc on leur a parlé d'atouts pour leur territoire, pour essayer de leur faire prendre conscience que la biodiversité, c'est pas forcément quelque chose que de contraignant, mais c'est aussi quelque chose à préserver et qui peut être intéressant. Et donc, on a intégré, par exemple, dans l'outil Biodimap, tout ce qui était les espaces protégés. On a intégré également les périmètres d'inventaire, donc c'est des espaces sur lesquels on sait qu'il y a déjà des inventaires naturalistes qui ont été réalisés et on estime que ces zones-là présentent un intérêt écologique particulier. Et donc ces deux premières rubriques, on va les appeler comme ça, c'est des données qui sont plutôt stables au niveau national, puisque c'est des périmètres qui sont remontés au niveau national, et donc on a des bases de données nationales sur lesquelles on peut directement se raccrocher pour obtenir ce type de données. Donc ça, c'est des données qu'on est allé mobiliser, qui existaient déjà. Et vous voyez en dessous, on a une couche de données qui s'appelle les milieux favorables à la biodiversité. Et donc, ces milieux favorables à la biodiversité, c'est une couche qu'on a plus ou moins créée. On est parti de l'occupation du sol, donc qui est qui est disponible sur Data Grand Est. Et nous, on a simplement extrait de l'occupation du sol les données, on va dire les types d'occupation du sol qui, selon nous, permettaient de maintenir ou de préserver une biodiversité. Et donc voilà, on est allé remobiliser des données qui existaient déjà pour ensuite extraire une partie de ces données et les réutiliser dans notre outil. Donc là, voilà, une remobilisation un peu retravaillée de type d'outil. Et je vous l'ai dit, l'objectif aussi de l'application, c'est que les acteurs du Grand Est puissent être orientés
vers des acteurs pour qui puissent les accompagner dans leurs projets. Et donc, dans ce cadre-là, on a intégré une donnée acteur. Donc, cette donnée acteur, c'est une donnée qu'on a créée, enfin, et qui existait déjà, mais qu'on a retravaillée également par la suite. Euh, Dans le cadre de la stratégie de la région en matière de biodiversité, on a une plateforme qui s'appelle la plateforme biodiversité en Grand Est, où on trouve un annuaire des acteurs. C'est un annuaire qui est contributif, où les acteurs s'inscrivent eux-mêmes sur cet annuaire pour apparaître enfin, pour être référencés. Et donc, nous, dans le cadre du développement d'outils, ce qui nous intéressait, c'était pas simplement d'avoir tous les acteurs qui étaient référencés sur la plateforme, mais d'extraire ou de filtrer ceux qui étaient capables de fournir une assistance pour les porteurs de projets. Et donc, dans le cadre du développement de l'application, on a vraiment consacré un temps important à la mise à jour de notre annuaire et au filtrage, entre guillemets, de ceux qui étaient capables de proposer une assistance aux porteurs de projets. Donc voilà, on est allé, entre guillemets, créer une donnée supplémentaire qui est ceux qui sont capables de fournir une assistance aux porteurs de projets. C'est une donnée qui n'existait pas avant et qu'on a vraiment créée dans le cadre du développement de cet outil. Et donc, par la suite, on a pu extraire simplement les acteurs qui proposaient de l'ingénierie pour les intégrer dans notre outil BiodiveMap. Je vous ai dit également, l'objectif, c'est qu'ils puissent s'inspirer de projets. Et donc, pareil, on est allé piocher dans la plateforme biodiversité en Grand Est, où on a une liste de projets qui sont en lien avec l'eau et la biodiversité. Et l'objectif, pour nous, bah voilà, on les a repris et on les a intégrés dans BiodiveMap pour qu'ils puissent apparaître et qu'un acteur du territoire qui zoome sur son territoire puisse voir les projets en lien avec, enfin, qui peuvent éventuellement l'intéresser. Je vais refermer tout ça et je vais vous parler un peu plus des fonctionnalités de l'outil. Donc on sait que tout le monde n'est pas forcément très familier avec les notions de biodiversité et ce genre de choses. Donc on a essayé de le rendre le plus simple possible. Et donc peut-être que vous avez vu depuis tout à l'heure, dès que je passe ma souris sur un type de données, il y a une petite définition qui apparaît. L'objectif, c'était vraiment de pouvoir éclairer l'utilisateur sur ce à quoi correspondent les données pour qu'il puisse s'en saisir un peu plus facilement. Vous voyez également que à côté de chaque type de données, on a un petit numéro. Ce petit numéro, simplement, il correspond au nombre d'entités qui se retrouvent dans notre territoire qu'on a choisi au départ. Par exemple, là, dans le département de la Moselle, on voit qu'en face d'espaces protégés, on a 226. Ça veut dire que dans le département de la Moselle, il y a 226 espaces qui sont protégés. Si on regarde au niveau des espaces qui ont été inventoriés, on voit qu'on en a 299. Donc voilà, ça permet quand même de fournir une certaine indication sur le nombre d'éléments qu'on a au sein du territoire qu'on a cherché au départ. On voit également qu'on a des petits volets déroulants. Donc en fait, plus on déplie, plus on a d'informations précises sur vraiment ce qu'on est en train de visualiser. Et donc voilà, on peut déplier et on arrive à avoir globalement ce sur quoi on visualise à l'écran. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a des petits yeux en face de chaque type de données. Ça permet de masquer les éléments qu'on voit sur la partie cartographique. Donc après, libre à chacun de voir, enfin, d'ouvrir et de fermer les yeux pour vraiment, enfin, voir ce qui l'intéresse précisément dans le cadre de l'utilisation de l'outil. Et vous voyez que quand j'ai fermé ce petit œil, ça a modifié ma partie à droite et ma partie cartographique, bien sûr. Donc ça a fermé les éléments qui n'étaient pas concernés et ça a aussi enlevé sur la partie droite les éléments que je ne souhaitais pas visualiser. Cette partie droite, c'est une petite analyse en direct en fait, des éléments qu'on est en train de voir sur la partie cartographique. Et donc, bah, si on enlève des éléments sur la partie carte, forcément, ça se répercute dans l'analyse. Cette analyse, elle permet de savoir au sein du territoire qu'on a choisi, bah, quel est l'analyse par rapport au territoire. Donc, je vais juste, par exemple, zoomer sur cette ici, n'importe où. Et moi, j'aimerais bien savoir à quoi ça correspond, en fait, cette petite zone en hachuré jaune. Et donc, je peux cliquer dessus. Et ça va me sélectionner donc l'entité sur laquelle j'ai cliqué. Donc, avec un petit liseré bleu, je clique dessus et donc là, on m'indique que c'est une SNIEF de type 1. J'ai son petit numéro national qui permet de la retrouver après si jamais on souhaite avoir plus d'informations sur cette donnée. On a le nom de l'espace à laquelle elle correspond et la surface à laquelle elle correspond. Donc, c'est la surface totale de ce périmètre-là qu'on a sélectionné. A contrario, la partie analyse en direct, vous voyez que, par exemple, pour cette première ZNIEF de type 1, on voit qu'elle fait simplement 0,001 km². C'est vraiment par rapport au territoire qu'on a sélectionné au départ. Donc, ce n'est pas une analyse de la donnée entière, mais c'est par rapport au territoire qu'on a sélectionné au départ. Donc voilà, cette analyse, elle permet vraiment pour un acteur de voir par rapport à son territoire quel est le pourcentage que ça représente et tout ce genre d'informations. Mais par contre, si on clique sur la partie cartographique, là, on a vraiment une information sur
la donnée dans son entièreté. Voilà. Et comme c'est aussi intéressant pour un acteur du territoire de pouvoir repartir avec les informations, on a également intégré dans l'outil la possibilité de télécharger une synthèse PDF des éléments qui sont disponibles pour son territoire. Donc, je vous ai dit, la partie analyse, elle permet simplement d'avoir ce qu'on a décidé de visualiser, à savoir que le portrait de territoire, lui, c'est vraiment une synthèse complète de tous les éléments. Pour le moment, c'est pas possible de sélectionner et d'exporter que certains éléments qui nous intéressent. C'est vraiment une synthèse complète de tous les éléments. Et donc, si je clique sur Mini Portrait, ça va m'ouvrir une nouvelle page avec une synthèse PDF des éléments qui sont disponibles pour le département de la Moselle. Et donc, par exemple, on a des informations complémentaires qu'on n'a pas forcément sur la partie cartographique. On a essayé d'expliquer un peu plus ce qu'on visualisait simplement sur l'outil. Là, on donne un peu plus de messages, un peu plus d'explications et de contexte pour que ça puisse servir au mieux. Donc là, par exemple, pour le département de la Moselle, on a les régions naturelles qui sont présentes au sein du département. On explique un petit peu ce que sont les régions naturelles, puisque ce n'est pas des choses familières pour tout le monde. On renvoie vers des sites internet pertinents pour en savoir plus. On rajoute un petit peu d'autres données. Donc là, par exemple, pour le département de la Moselle, c'est possible de savoir s'il y a des schémas d'aménagement et de gestion des eaux qui sont un petit peu en lien avec la biodiversité, mais pas totalement. C'est pour ça qu'elles n'apparaissent pas sur la partie cartographique juste avant. Si on descend un petit peu, on a donc les milieux favorables à la biodiversité. Donc ça, comme je vous l'expliquais, c'est sur la base de l'occupation du sol. On a extrait les milieux qui nous intéressaient et après, nous, on en tire des analyses. Ce qui nous permet de dire que, par exemple, on a 55,33% du département de la Moselle qui, selon notre définition, présente des intérêts écologiques pour la biodiversité. On a ensuite classé ça en type de milieu, donc ça peut être intéressant pour un élu de savoir si c'est plutôt des milieux ouverts ou des milieux forestiers ou des milieux humides. Si on descend un petit peu, on arrive ensuite aux espaces protégés. Donc pareil, on explique à combien d'espaces protégés on a au sein du département, à quoi ça sert aussi un espace protégé, parce que bah, c'est pas forcément évident à comprendre. On a mis une partie des espaces qui étaient concernés. Donc on a une liste. Vous voyez là, il y a le nombre de 42 qu'on retrouvait au départ sur la partie cartographique, à savoir que cette liste de 42, c'est pas forcément possible à chaque fois de l'écrire en entier. Donc, on met trois petits points pour dire qu'il y a bien d'autres espaces, mais voilà. L'objectif, c'était pas non plus d'avoir un catalogue de tous les espaces protégés, sachant que, du coup, tous ces espaces protégés, vous les retrouvez dans la partie cartographique, dans mon analyse en bref. Pour le coup, là, tout est entier. On a les espaces, du coup, sous protection modérée. Donc, c'est des espaces qui ont un type de protection un peu moindre que les espaces sous protection forte. Donc là, pareil, vous voyez 184 espaces. L'objectif, c'était pas de faire une liste des 184 espaces et de se retrouver avec une synthèse de 150 pages. Donc là, on a un peu la même chose pour les espaces qui ont été inventoriés, donc les espaces dont on sait qu'ils présentent un intérêt écologique et faunistique. Voilà. On a du coup, pareil, sur la base de l'occupation du sol, on a pu créer ce genre de données. On sait que l'occupation du sol, elle est réalisée à plusieurs pas de temps différents. Et donc, on a pu créer des évolutions enfin, on a pu en sortir des évolutions, c'est-à-dire qu'on sait, par exemple, qu'entre 2010 et 2019, on a pu estimer les gains et les pertes de certains types de milieux. Et là, en l'occurrence, on a déjà pour le moment les gains et types de pertes de haies et pour les vergers traditionnels. Et donc, pour un élu, ça peut aussi être intéressant de savoir combien de haies il a perdu sur son territoire, puisque c'est des milieux qui sont quand même favorables à la biodiversité. Et donc, ça peut lui permettre de prioriser peut-être son action sur son territoire. On arrive ensuite donc à la partie acteurs et projets, où on leur fait une synthèse du nombre de projets qui sont en cours sur leur territoire, le nombre d'acteurs. Donc, c'est des acteurs qui peuvent avoir un siège géographique dans l'entité qu'on a recherchée, mais également des acteurs qui peuvent agir à une échelle plus large. Par exemple, on a des bureaux d'études qui peuvent agir à l'échelle de la région, voire même à l'échelle de la France. Donc, c'est des acteurs qui ne sont pas forcément implantés sur notre territoire, mais qui peuvent bien sûr agir dessus. Et on a intégré également le contact du chargé de mission de la cellule d'assistance technique, qui est notre contact, entre guillemets, le point relais au sein des maisons de région. C'est un chargé de mission eau et biodiversité qui peut accompagner les acteurs et les porteurs de projets quand ils souhaitent mettre en œuvre un projet, donc soit plutôt pour les orienter vers un dispositif d'aide, soit complètement les aider au montage de leur projet. On a bien sûr par la suite donc toutes les données, enfin, les sites internet et les bases de données d'où proviennent les données qu'on a mobilisées dans le BiodiMap. Et à la fin, donc, on a toutes les acteurs, un catalogue d'acteurs qui peut nous aider pour passer à l'action lorsqu'on souhaite engager un projet de territoire.
Donc voilà, Biodimap, du coup, c'est vraiment une appli pour laquelle on est allé mobiliser des données qui existaient déjà. Ça nous a permis aussi, dans le cadre de cet outil, donc, d'aller mettre à jour nos bases de données qui existaient déjà, puisqu'il y en a certaines qui n'avaient pas été mises à jour depuis un certain temps. Et donc, on a aussi été créer des données pour que ça puisse apparaître dans l'outil et pour pouvoir passer les bons messages. À la base, c'était une appli qu'on avait développée pour les acteurs du territoire, puis au fil du temps, on s'est rendu compte que c'est une appli qui pouvait aussi permettre de servir en interne. Enfin voilà, on a des collègues, même au sein du service, des fois c'est intéressant juste d'avoir un chiffre. Et donc, dans Biodimap, on peut quand même réussir à trouver pas mal d'éléments qui sont concaténés au même endroit, et donc on arrive à sortir des chiffres un peu plus facilement que de devoir bidouiller chacun sur notre propre SIG. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez claire et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Léa, pour cette présentation vraiment très claire et qui met évidemment en évidence le fait que sans données, ben, c'est un peu compliqué et que le fait de valoriser des données permet aussi d'accéder et traiter plus facilement l'information. Alors, on a quelques questions, quelques mains qui se lèvent. La première, c'est Priscilla. Vas-y. Oui, bonjour. Bonjour, je voulais savoir si les données étaient actualisées chaque année et savoir comment vous procédiez si bah, voilà, vous aviez fait tout ce travail de récupération des données du coup qui n'étaient pas des enquêtes mais qui étaient existantes sur différents sites vous-même ou si vous l'avez externalisé ou comment ça s'est passé. Alors pour la mise à jour des données, ça va dépendre de certaines données. Par exemple, les données acteurs, c'est pas des données qu'on va... Enfin, là, du coup, on a fait une grosse mise à jour d'une base de données qui existait déjà. On a du coup revu le formulaire d'inscription pour les acteurs qui s'inscrivaient. Donc normalement, maintenant, les données devraient être mises à jour un peu plus facilement que ce gros travail qu'on a dû faire au départ. Pour les données qui proviennent des données qui existaient déjà, par exemple, on est branché sur des flux nationaux. Lorsque les flux nationaux se mettent à jour, globalement, les données se mettent à jour dans l'appli. Il faudra juste qu'on relance les scripts de calcul pour que enfin, que les chiffres qui sont annoncés soient toujours corrects. Mais après, les données en termes d'espace protégé, de périmètre d'inventaire, c'est des données qui ne bougent pas non plus toutes les 2 semaines. Donc, on a prévu normalement de mettre à jour les données, de relancer les scripts de calcul tous les 2 à 3 mois pour essayer d'avoir une information qui soit la plus actuelle possible. Et je ne sais plus s'il y avait une autre partie de la question. C'était de savoir si ce travail vous l'aviez fait Ah oui. tout seul ou si vous avez été accompagné. Du coup, il y avait quand même, enfin, on était quand même, on connaît un peu les données en termes de biodiversité, donc on savait globalement tout ce qu'il existait. Après, moi, j'étais pas là au moment de l'AMO, mais je pense que l'AMO a quand même accompagné pour savoir quelles données on intégrait dans l'outil. Et ce que j'ai pas précisé, c'est que tout ce qui est données biodiversité, il y a une stratégie nationale qui existe pour les aires protégées, et donc on a déjà des données qui nous disent, voilà, en termes d'espace protégé, tout ce qui est en protection forte, c'est ce type de milieu, ce qui est en protection simplement, c'est ce type de milieu. Donc nous, on a repris ces données-là pour les intégrer. Voilà. Ce logiciel-là, cette appli, elle est gratuite ou vous avez dû Oui. l'acheter? Oui, elle est Ah oui, gratuite. non, on a fait appel à un prestataire extérieur pour le développement de l'appli. Après, toutes les données qu'on mobilise dans Biodimap, elles sont quasiment en libre accès pour enfin, toutes les données d'espace protégé, d'inventaire, c'est des données publiques qui sont en libre accès pour tout le monde. D'accord. Mais à Et, la base, vous avez quand même dû acheter le logiciel, en fait, ou le développement. ah oui, bah, Enora, peut-être Et que tu Nora, tu peux peux... peut-être Ouais. répondre à la question? Oui, je vais peut-être préciser. Donc, effectivement, l'outil a été développé sur des technologies en fait qu'on a déjà au sein de la région. Donc, bon, c'est toute une gamme d'outils cartographiques qui s'appelle Esri. Et le prestataire s'est donc appuyé sur cette technologie-là. Donc, c'est des choses qu'on avait déjà en interne à la région, donc sur lesquelles on peut déjà développer pas mal de choses. Donc, ça a été, en fait, ce qui a été acheté, c'est la prestation de développement de l'outil. Mais par contre, toute la partie architecture, enfin voilà, toute la partie applicative, c'est des choses qu'on possède déjà ici. Ok. Et la partie données, Enora, tu peux peut-être préciser sur la manière dont les données sont consommées
Et effectivement, donc les données, alors Léa a indiqué, hein, c'est des données qui existent au niveau national et c'est des données qui sont récupérées enfin, qui sont disponibles également sur notre plateforme régionale Data Grand Est. Donc, en fait, il y a tout un système qui est mis en place pour que les flux, enfin, pour que les données viennent alimenter l'outil de manière automatique sur l'aspect géographique, donc en allant récupérer ce qui est disponible sur Data Grand Est. Donc, ce qui permet d'avoir une donnée en fait toujours fraîche, à jour. Après, ce que précisait Léa, c'est que sur la partie plutôt statistique, hein, ce qu'on peut voir sur les pourcentages de territoire, les surfaces, etc., il faut qu'on relance des scripts de calcul. Mais du coup, effectivement, c'est une application. L'objectif, c'est qu'elle s'alimente d'elle-même, en tout cas sur l'aspect cartographique, en s'appuyant sur les données dont on dispose dans le cadre de Data Grand Est. Mais on aurait une idée du coût du projet, du coup, si on voulait faire un peu quelque chose de similaire. En termes de coût de projet, pour l'application que j'ai calculée tout à l'heure, on était à peu près à 60 000 euros TTC. D'accord. Voilà. Et après, en plus, la prestation d'AMO au départ, on était à peu près à 20 000 euros. Ok. Voilà. Alors, il y a d'autres questions. Et c'est bon pour toi, Priscilla? Oui, c'est bon. Ouais, merci. Du coup, Élodie, tu avais une question également? Oui, bonjour, Élodie Chambrier, je suis chef du pôle bâtiment durable à la DSAC. En fait, ma question, c'était la question du coût. Donc, on y a répondu en partie. En fait, oui, comment vous l'avez financé? Est-ce que c'était sur le budget interne de la DEBC ou est-ce que c'est avec le LIFE C'est ou autre? avec le live qu'on a financé du coup l'application. Voilà. Ok. Et est-ce qu'il y a un coût qui est prévu aussi pour la mise à jour ou c'est de la mise à jour en interne? Pour la mise à Ce jour, que vous expliquez, les scripts, etc., ce ça que vous c'est relancez tous les 2-3 mois. Ouais, ça c'est en interne plutôt, il n'y a pas de coût. Après, on a des coûts de maintenance avec le prestataire du coup, qui a développé l'appli. On a des coûts de maintenance pour les 2 prochaines années. Enfin, c'est une maintenance qui est prise en compte dans le cadre du marché initial. Et Donc dans après, les 60 000, c'est ça? Ouais, c'est Dans ça, les... c'est ouais. c'est compris dans les 60 000 euros, ouais, la maintenance. Ok, donc en gros, en tout, ça vous a coûté 80 000 euros, plus forcément les moyens humains développés en C'est ça. interne. Mais Ouais. ok. Et j'insiste hein, sur ce qu'a dit Léa en début de présentation, sur le déroulement du projet. Vous avez vu que la partie analyse du besoin, elle était vraiment assez conséquente en termes de temps. Mais c'est vraiment très important aussi cette partie de réflexion sur la précision et la définition du besoin, parce que derrière, du coup, les développements, le déploiement est relativement rapide. Mais il y a vraiment un enjeu aussi à bien préciser les objectifs à atteindre, les enjeux du projet et les besoins en termes de fonctionnalité pour pouvoir avancer utilement après. Voilà, donc c'est un point qui me paraît assez important dans la démarche du projet. Voilà. C'est bon pour toi, Oui, c'est parfait, merci. Élodie? Merci. Du coup, Émilie, tu avais une question également? Oui, tout à fait. Donc, je suis Émilie Leboeuf, animatrice de schéma d'aménagement et de gestion des eaux à la DEBC. Et je voulais savoir si ce serait possible dans une prochaine version d'intégrer une entrée sage sur les territoires, pour la partie Euh, territoire. ouais, du coup, l'entrée-sage, on l'a intégré dans la partie portrait. C'est une donnée qui est masquée, en fait. On l'utilise, mais on ne l'affiche pas. Donc, on pourra réfléchir pour les prochaines versions à intégrer la donnée eau. C'est qu'on ne savait pas forcément. Enfin, il faut qu'on puisse faire le lien entre la donnée eau et la donnée biodiversité. Donc, il faut travailler les messages et on n'avait pas eu le temps de travailler les messages à ce moment-là qu'on souhaitait faire passer. Mais on pourra y réfléchir. Je l'avais déjà noté, je crois, pour la V2. Oui, J'avais je déjà l'avais mis mentionné, je crois, parce que ça Oui. nous intéresse, nous, d'avoir aussi des données à l'échelle du SAGE sur la Ok. biodiversité. Et une dernière question, c'était savoir si la cartographie de la trame verte et bleue serait intégrée. Oui, la cartographie des trames vertébrées sera intégrée quand elle sera validée au niveau du SRADET. Pour l'instant, comme le SRADET est encore en consultation, modification, on n'a pas pris le risque d'intégrer les données carto TVB pour qu'après on les enlève si jamais il y a des modifications dans les corridors et les réservoirs. Donc dès que le SRADET est fixé, on intégrera la carte TVB. Merci beaucoup. Voilà, merci à tous. On arrive à l'issue de cette demi-heure de présentation. Il ne me reste plus qu'à remercier Léa pour sa présentation et Nora également pour les éclairages côté data. On
on va s'arrêter là. Si vous avez d'autres questions, Léa est évidemment à disposition et on vous mettra un accès en replay à cette séquence. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Au Merci revoir, bonne beaucoup. journée. Bonne Merci. journée, au revoir. Merci, bonne journée.